Bonjour à tous, je vais essayer de vous expliquer de quoi on parle lorsqu'on parle d'espèces invasives, sachant que ce que je vous dirai pourra être largement contredit par d'autres personnes avec d'autres façons de formuler les propositions de définition que je ferai, et c'est pour ça que je resterai à des propositions. Alors déjà, il faut distinguer différentes notions. La première, c'est souvent ce que les élus ou techniciens dans les communes considèrent comme les invasives, c'est-à-dire les espèces indésirables. Celles qu'on ne veut pas, le chardon des champs par exemple pour les agriculteurs, le liseron, et donc on va considérer que ces espèces sont invasives. Or, ce sont des espèces qu'on va nous nommer indésirables, c'est-à-dire que l'humain ne souhaite pas avoir à tel ou tel endroit en fonction de ses problématiques ou de ses intérêts. Mais pour la plupart, sont des espèces naturelles, naturellement présentes, qui sont présentes dans l'écosystème, par conséquent, qui disposent de régulateurs naturels, et qui font en sorte que, oui, elles peuvent être très présentes à un endroit, mais elles le seront beaucoup moins sur un autre milieu, et par conséquent, on a un équilibre qui se fait, et leur prolifération, comme on peut l'appeler quelquefois, c'est simplement le fait qu'on crée le milieu qui leur est le plus favorable. Après, il y a les espèces envahissantes, comme la processionnaire du chêne, dont on parle beaucoup en centre Seine-et-Marne notamment. C'était aussi un sujet dans le nord de la Seine-et-Marne. C'est une espèce qui est naturellement présente. Elle a toujours été là, il y a toujours eu du chêne. On a la processionnaire du chêne qui, certaines années, va proliférer, va être dans des conditions très favorables, sur des cycles qui normalement seront plutôt de 3 ans et qui là se prolongent de façon plus importante sur certains secteurs, mais qui sont là plutôt souvent liés à des déséquilibres qui peuvent être largement créés par le changement climatique que l'on subit et qui certes ne se perçoit peut-être pas dans la vie de tous les jours, mais qui se perçoit très bien lorsqu'on regarde la faune et la flore en voyant largement ces modifications. Mais encore une fois, on est dans des espèces naturellement présentes, qui ont des régulateurs naturels et qui vont justement pouvoir être régulées à plus ou moins long terme. Souvent, cette vitesse n'est pas forcément corrélée à celle que nous on souhaiterait, mais ce sont des espèces qui font partie de notre écosystème. On a la notion d'espèces nuisibles, et souvent tout cela est assez mélangé, où là c'est un arrêté préfectoral, avec une liste nationale dans laquelle on va puiser des espèces qui peuvent être cataloguées nuisibles et qui sont nuisibles à l'homme. Logiquement, on devrait plutôt les appeler justement des espèces indésirables, des espèces qu'on ne désire pas à certains endroits. Dans ces espèces nuisibles, on peut avoir des espèces invasives, mais c'est loin d'être le cas de toutes. Le renard, c'est une espèce nuisible. Pour autant, il n'est pas invasif et il est bien originaire de chez nous. Et puis enfin, on a les espèces invasives qui, là, sont des espèces introduites. Alors, j'utilise le terme invasif. On vous parlera d'espèces exotiques envahissantes. C'est le nouveau terme. Moi, je suis resté sur l'ancien. Avec cette notion donc d'espèce qu'on déconnecte de son milieu naturel. Donc, on va déconnecter de tous ces régulateurs naturels. Les animaux qui en dépendent. Alors, on entend souvent par animaux forcément les grands animaux, mais c'est aussi les tout petits animaux. Ça va être le papillon qui vit aux dépens de la plante. Prenez l'exemple du marronnier qui, pendant des années, alors qu'on l'avait largement déplacé pour le planter dans nos jardins, aujourd'hui, on retrouve un de ses ennemis, un de ses régulateurs naturels avec le petit papillon, la mineuse du marronnier, qui est maintenant partout présent. Donc, on le déconnecte, il n'a plus ses régulateurs naturels, et il se retrouve dans des conditions favorables qui vont lui permettre de se développer. Alors, certaines espèces vont se développer, d'autres pas, vont rester modérées, ça dépend après d'un certain nombre de phénomènes. Alors, justement, une proposition de définition. Donc, on a déjà les espèces exotiques qui ne sont pas originaires de notre région, qu'on a déplacées. Alors, soit on le verra pour des raisons ornementales, c'est souvent le cas, soit pour des raisons économiques,
Alors, des raisons économiques, il y en a plein. Hein. Il y a des espèces qu'on retrouve qui sont de très bonnes médicinales et qui ont donc leur défaut, le défaut de leur qualité une fois qu'elles sont invasives, parce que une plante médicinale, c'est une plante qui a une substance active qui peut être s'avérer toxique pour les consommateurs. Il y a des plantes qui sont issues des animaux qui sont issus de l'élevage, hein, le ragondin, hein, c'est ce qu'on appelle le myocastor. Quand on parle de fourrure, on parle de myocastor, et quand on parle d'espèces nuisibles, on parle de ragondin. C'est la même espèce. Voilà, et on l'élevait pour faire des fourrures. Il y en a qui se sont échappés de captivité, et qui se sont retrouvés dans le milieu naturel, qui s'y sont bien plu, et on en trouve maintenant à beaucoup d'endroits. Donc, ensuite, elles sont naturalisées, une fois que ces espèces exotiques sont capables de sortir de leur lieu, du lieu où on les a mis. On a planté une plante dans le jardin, tant qu'elle est dans le jardin, ça pose de problème à personne. Le jour où elle est capable de se reproduire et de se retrouver dans le champ ou dans le bois à côté, c'est qu'elle est capable de se naturaliser, de s'adapter au milieu dans lequel elle se trouve. Et puis ensuite, elles sont dites invasives, une fois qu'elles commencent à coloniser des secteurs. Sauf que quelquefois, il y a un décalage de temps entre lorsque l'espèce se naturalise et l'espèce devient invasive. Pourquoi? Parce que quelquefois, c'est une question, justement, de climat. Et le climat changeant, certaines espèces qui ont eu le temps d'essaimer un petit peu partout, mais de façon très modérée, vont se retrouver d'un seul coup dans des conditions favorables, et là, seront très difficiles à maîtriser, puisqu'elles vont pouvoir se répandre très facilement, très rapidement. Donc, il y a des estimations qui disent qu'un dixième des espèces exotiques que l'on introduit sont envahissantes. C'est pas négligeable. Ces introductions, comme je vous disais, pour la moitié, ce sont des introductions volontaires, notamment pour les plantes avec les plantes ornementales. Bien sûr, des capacités de dispersion importantes, donc de reproduction. Pour les plantes, on aura une reproduction végétative et sexuée, souvent. Quelquefois que végétative dans un premier temps, mais très performante. Et une capacité d'adaptation importante. Souvent, ce sont quand même des espèces dites pionnières, c'est-à-dire des espèces qui vont adorer les milieux perturbés et qui vont donc profiter de la perturbation de milieu pour s'implanter, une fois qu'elles sont implantées, pour pouvoir se multiplier. Il peut y avoir un certain nombre d'impacts négatifs. Alors les impacts négatifs, les premiers, c'est pour les gestionnaires de milieux naturels, mais on a aussi des impacts largement concernant plus des activités humaines, l'agriculture ou la santé. Alors, tout le monde a entendu parler, on en parle régulièrement dans les journaux télévisés, des allergies avec l'ambroisie, mais il y a d'autres problématiques qui existent. Alors les causes, elles sont multiples, je les citerai certainement pas toutes, hein, mais on a la mondialisation, par exemple la moule zébrée qu'on a en haut et partout dans nos cours d'eau et plans d'eau. Elle a été transportée simplement sur les coques de bateaux, elle s'est fixée, puis elle est arrivée chez nous, puis elle a proliféré. Voilà, une espèce qui est arrivée de façon non volontaire. C'est aussi le cas pour j'ai perdu le nom, c'est pas la tulipe, la narcisse d'eau, c'est ça? Je sais plus, je regarde Sébastien, mais il ne répond pas. Qui est arrivé aussi par les bateaux. Le loisir, donc le jardinage, les animaux de compagnie, hein, la tortue de Floride, oh, c'est mignon, et puis ça devient un peu trop gros, donc on va la relâcher dans son milieu naturel, sauf que ce n'était pas son milieu naturel. L'agriculture, des graines contenues dans les semences. Moi j'ai eu le cas, là, je donnais à manger à mes oiseaux, je me suis rendu compte que dans les graines de tournesol, cette année j'avais une graine d'ambroisie. Et j'avais un pied d'ambroisie au pied de ma fenêtre. J'ai compris que, voilà, il y en avait dans le sac de graines. La culture et l'élevage à des fins économiques. Par exemple, le raisin d'Amérique, dont on parle beaucoup à Fontainebleau, comme on disait, qui n'est pas forcément une véritable invasive, mais en tout cas qui localement peut présenter des problèmes, était utilisé pour augmenter. Alors il est aussi utilisé en horticole, mais à la base on l'a introduit parce qu'il donnait une couleur plus foncée au vin et ça permettait d'avoir un mauvais vin mais plus coloré, donc il se vendait mieux. Bon, c'est en plus une plante avec des propriétés médicinales, donc c'était pas forcément bon pour la santé, normalement c'est arrêté. Et puis la lutte biologique, et oui, pour lutter
Dans les cerfs, on a inventé la coccinelle asiatique sans ailes, sauf que la coccinelle asiatique sans ailes a retrouvé ses ailes et aujourd'hui c'est une espèce qui est énormément présente et qui déséquilibre les populations de coccinelles naturelles. C'est à partir d'un bon sentiment, on aurait pu se contenter des coccinelles naturelles, on s'est dit celle-là est mieux. Ben oui, elle se reproduit beaucoup mieux, on s'en aperçoit. Alors la diffusion, il y a plein de raisons de diffusion, notamment l'eau, qui est un vecteur de propagation des espèces invasives très important, juste par l'écoulement, mais aussi par les berges et leurs décrues. Et puis les voies ferrées, hein, si vous regardez les voies ferrées, maintenant c'est joli. Quasiment toute l'année, elles sont toutes jaunes. C'est le son du Cap, c'est très joli. On a plein de petites plantes jaunes, mais c'est une plante qui profite justement des couloirs offerts par la voie ferrée pour se déplacer partout en Île-de-France et ensuite essaimer sur les côtés. Et bien sûr, la perturbation des milieux nus. Hein, la renommée du Japon adore qu'on la bouleverse un peu, qu'on fragmente ses rhizomes et qu'on déplace les terres pour en faire un merlon. C'est magnifique. Alors, des conséquences, comme je vous disais, des conséquences sanitaires, par exemple la berce du Caucase, hein, qui peut provoquer, je dis bien ce qui peut, puisque tout le monde ne réagit pas de la même façon, mais des réactions allergiques très violentes à plus de 3 mètres pour certaines personnes, donc il n'y a même pas besoin de toucher la plante. Hein. Des problèmes aussi pour la faune et la flore, c'est-à-dire que ces espèces peuvent être des porteurs sains de maladies et qui vont permettre de contaminer les espèces locales. C'est le cas de la peste des écrevisses, avec le problème pour nos petites écrevisses à pattes blanches, qu'on n'a plus d'ailleurs chez nous, ou à pattes rouges, qu'on n'a plus en Île-de-France, hein, qu'on a encore quelquefois dans d'autres régions, mais souvent on regarde justement le front de progression des écrevisses américaines, puisqu'on en a plusieurs régions d'Amérique qui sont regroupées, et ou de parasites de plantes. Donc on a comme ça des espèces. On a aussi le cas du tamia de Sibérie, donc le petit écureuil que les gens mettent en cage et qui porte énormément de tiques. Et ces tiques peuvent provoquer la maladie de Lyme, mais aussi contaminent les autres écureuils roux qui, eux, ont plus de mal à supporter des grosses infestations. Alors, des problèmes d'hygiène, hein, comme les bernages du Canada, dont on parlait tout à l'heure, notamment sur les zones de baignade, hein, c'était le cas sur les bases de loisirs, ou de sécurité, comme les ragondins avec les digues, je me dépêche un peu. Des espèces exotiques envahissantes, bien sûr, ont des impacts sur la richesse des écosystèmes, puisqu'une fois qu'un écosystème commence à être envahi, c'est très difficile ensuite de pouvoir agir. Et souvent, ça fait une concurrence par rapport aux plantes ou animaux locaux qui ont du mal, justement, eux, à résister. Et puis, donc, souvent, on en arrive à lutter contre ces espèces, mais quelquefois, ça a aussi des risques contre les espèces localement présentes. On va utiliser des produits, y compris des produits dits biologiques comme le BTI ou autres, et on va impacter tout le cortège naturel. Alors déjà, avant d'agir, souvent il faut se poser la question, est-ce qu'on a un problème sanitaire pour l'homme? Ça, généralement, ça marche très bien. Quand il y a un problème sanitaire pour l'homme, d'un seul coup, l'espèce invasive devient importante, et d'un seul coup, on s'en préoccupe et on sort l'arsenal qu'il faut, même si souvent c'est un peu tard. Un problème sanitaire pour les autres espèces, comme je vous disais. Est-ce qu'on a un impact économique? Alors l'impact économique, c'est aussi des impacts indirects. Par exemple, un arrêt de travail d'une personne qui travaillait en bord de route, qui a croisé une berce du Caucase et qui se retrouve avec une allergie sur le corps et qui est obligé de s'arrêter. Donc il y a un impact économique. Donc c'est sanitaire et économique dans ce cas-là. Pour la biodiversité, alors ça parle moins. C'est-à-dire que, voilà, si on vous dit qu'il y a des problèmes sanitaires, tous en tant qu'élus et techniciens, vous allez avoir une intervention en disant il faut régler le problème, y compris quand ce n'est pas une espèce invasive, comme je vous disais, avec la processionnaire. Si on vous dit que ça a un impact sur la biodiversité à l'échelle nationale, c'est moins sensibilisant. Et pourtant, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques et qui peuvent toucher l'homme à terme,
On parle notamment du frelon asiatique, on en parlera tout à l'heure, puisque si on touche aux pollinisateurs, on peut avoir des déséquilibres qui vont être problématiques. Alors, générateur de nuisances, c'est juste, voilà, esthétiquement, ça pose des problèmes, ou esthétiques même. Et donc, il faut proportionner, bien sûr, la réaction à la problématique. Le premier mot d'ordre, c'est favoriser les équilibres naturels. Un milieu qui est dans de bonnes conditions, qui n'est pas perturbé, est un milieu qui résiste très bien aux espèces invasives. Ça ne veut pas dire que les espèces ne vont pas être présentes, mais elles ne seront pas invasives. Et surtout, chercher la cause plutôt que résoudre la conséquence, puisque lutter contre les espèces invasives aujourd'hui, c'est un peu peine perdue. Il vaut mieux chercher à faire en sorte qu'elles ne s'implantent pas. Alors, je vais passer très rapidement, puisque ce sera développé par la suite, mais parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite pour toutes les espèces invasives. Donc, bien sûr, la lutte, elle est variée en fonction de ce à quoi on s'intéresse, un mammifère, un mollusque, un poisson, un insecte. Mais encore une fois, un début de réponse, c'est encore une fois la régulation naturelle. Si on arrive à avoir des régulateurs naturels, on retombe sur une espèce qui va se retrouver dans les mêmes conditions que les autres espèces locales. Donc c'est favoriser les prédateurs. Il y a des espèces qui se consomment très bien. Il suffit simplement qu'à un moment, cette ressource devienne abondante et que les espèces prédateurs se disent pourquoi je ne me spécialiserai pas là-dessus, puisqu'il y en a plein. Et donc on a comme ça des espèces qui vont changer de régime alimentaire. Alors, on ne parle pas encore de thuya comme espèce invasive, mais par exemple, il y a un petit coléoptère qui était spécialisé sur le buis, qui était sur le genévrier, qui était en voie de disparition, parce que du genévrier, il y en a de moins en moins, et qui un jour a goûté du thuya et s'est dit, comme il n'y a plus de genévrier, je vais me contenter de thuya. Aujourd'hui, il se porte bien. Donc, on l'a sauvé. Les gens qui ont des tuyas, ils sont moins contents. Mais voilà, un prédateur peut se spécialiser. On a le cas dans les oiseaux d'eau. Beaucoup de canards, notamment, consomment des moules zébrés, des grèbes huppées aussi, qui vont consommer des écrevisses, parce que la ressource est abondante et comme ça se mange, pourquoi pas la manger. Alors, pour les mammifères, il vaut mieux utiliser les pièges-cages, parce que ça permet une sélectivité. On a aussi le développement des pièges à phéromones, ou alors également des systèmes qui permettent pour les insectes de saturer le milieu en phéromones et qui vont faire en sorte qu'au moment de se reproduire, les animaux ne seront plus trop allés parce qu'il y a des odeurs partout et donc on va diminuer le succès de reproduction. Il ne faut surtout pas empoisonner, puisque là on est dans la non-sélectivité la plus totale et que souvent, bien sûr, celui qui va être le plus tenté, ce n'est pas l'animal qu'on voulait. Et surtout, il faut raisonner à grande échelle, c'est-à-dire que c'est bien d'intervenir chacun chez soi. C'est un bon début, sauf si le voisin ne fait rien, le problème reviendra et on a tendance à s'épuiser, au final, à vouloir lutter contre, parce que on se sent un peu seul. Le ragondin, si on veut lutter contre le ragondin, c'est pas à l'échelle d'une commune qu'on peut le faire, il faut le raisonner à grande échelle sur l'ensemble du bassin. Les méthodes de stérilisation des œufs aussi pour la bernage du Canada qui peuvent fonctionner pendant que les œufs existent toujours, mais l'animal n'aura pas de descendance. Mais c'est surtout les techniques préventives qu'il faut favoriser, notamment la résilience du milieu. Comme je vous disais, plus le milieu est équilibré, mieux il se porte. Donc essayer de conserver au maximum l'équilibre de l'écosystème, limiter ses perturbations. C'est-à-dire il faut savoir ce qu'on fait quand on rentre dans un milieu naturel. On peut créer une ouverture pour l'implantation de ces espèces et occuper les terrains nus et perturbés par des semis. C'est-à-dire qu'on est sur un secteur où on a beaucoup d'urbanisation, avec beaucoup de merlons, beaucoup de déplacements de terre, et puis on les laisse nus. C'est des espèces pionnières, comme je vous disais bien souvent, et souvent c'est les premières espèces à s'implanter. Bien sûr, arrêter de planter ou de relâcher dans la nature, puisque là, on est en cause directe. Mais on a aussi la provenance des apports, notamment les apports de remblai. Quelqu'un qui aura, encore une fois, pris de la terre où il y avait de la renouée du Japon, et il va faire un merlon plus loin. Forcément, 5 mm de rhizome suffisent à redonner une plante.
Donc vous imaginez que comme ça on multiplie. On a aussi le compost, un compost pas suffisamment composté. On peut comme ça ressemer le paillis et les broyats de bois aussi, qui sont très bien pour colporter, surtout quand ils viennent justement de régions éloignées. Donc il faut plutôt favoriser celui qu'on fait soi-même ou dont on sait la provenance. C'est pas pour ça qu'il ne faut plus les utiliser, ça reste des très bonnes techniques. Les dépôts sauvages, alors c'est le gros problème partout en Seine-et-Marne. Souvent en plus mélangés avec des déchets verts, et là c'est souvent des départs de colonisation de ces espèces-là. Composter des végétaux invasifs, c'est l'utilisation du compost. Si on a essayé de composter de la renouée, on a de fortes chances de ressemer de la renouée. Et souvent justement essayer d'envoyer vers un incinérateur lorsqu'on a des opérations comme ça de coupe ou d'arrachage de ces végétaux. Il y a aussi les chantiers eux-mêmes qu'il faut contrôler, c'est-à-dire limiter les perturbations du milieu avec des chantiers à faible nuisance, des chantiers plus contrôlés, plus maîtrisés, en mettant en défense justement les zones qui comportent des espèces invasives. Il vaut mieux pas les toucher plutôt que d'y toucher et de les répandre. Semer le sol, par exemple, avec de la luzerne, on fait un merlon, on sème de la luzerne, ça occupe le terrain, ça permet plus tard, déjà ça décompacte le merlon, et en même temps ça permet justement par la suite à la végétation naturelle de s'implanter dans ces plantations, et souvent aux espèces pionnières comprenant des invasives et souvent des indésirables, de ne pas s'implanter. Brûler les produits de coupe. Nettoyer le matériel, parce que on cure un cours d'eau avec des espèces invasives, et puis on se déplace, on cure un autre cours d'eau là où il n'y en a pas, mais il y en a maintenant. Tout simplement parce que la roue, la chenille, la pelle, il y a forcément des morceaux qui restent coincés, et comme c'est des espèces, pour les espèces végétales avec des capacités de reproduction végétative fortes, on la bouture et on la multiplie. C'est aussi valable pour les engins terrestres. Un bulle qui va travailler sur une zone où il y a de la renouée, forcément, il va la ressemer ailleurs. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre, pour lesquelles il faut faire attention. Disposer un barrage temporaire aussi. Pourquoi ? Parce que quand on travaille sur un cours d'eau, si c'est pour retirer des espèces invasives et les ressemer plus loin, c'est pas forcément pertinent. Et puis, bien sûr, informer. Informer, pourquoi ? Parce qu'on voit encore la plantation d'espèces invasives, pour ce qui concerne les végétaux, ou la vente, pour ce qui concerne les animaux. Par exemple, l'élanthe, qui est un arbre invasif, est toujours utilisé, notamment, a été planté il n'y a pas si longtemps, pour maintenir des merlons. C'est pour ça qu'on l'avait introduit. C'est une espèce très intéressante, elle a un réseau racinaire extrêmement développé, et ça permet de très bien tenir les talus. Forcément, si on la plante, forcément, on la favorise déjà, et donc ça permet ensuite de la multiplier. Donc, je vous invite tous à joindre les listes d'espèces invasives que pourra vous fournir le Conservatoire botanique concernant la flore dans les marchés publics pour dire ça, il ne faut pas les planter. Également, les mettre dans les annexes du PLU pour inciter justement les particuliers à ne pas les planter aussi. Rappelez l'interdiction du nourrissage des animaux, vous en parliez tout à l'heure, et parce que justement, je mets sauvage entre guillemets, les animaux qui viennent quand on les nourrit, c'est rarement les espèces sauvages, c'est ce qu'on appelle les populations férales, c'est-à-dire des animaux qui ont toujours eu des liens avec l'homme parce qu'ils ont été élevés à une époque, que ce soit le cygne ou la bernache du Canada, ou le ragondin, ou encore le colvert. Les colverts n'ont plus grand-chose de naturel depuis qu'on en a beaucoup introduit pour la chasse notamment, et généralement, d'ailleurs, il y a une étude qui a montré qu'ils avaient largement grossi. Mais là, on n'est pas dans les espèces invasives, simplement qu'on les avait croisées avec d'autres espèces pour avoir des canards colverts un peu plus gros. Donc on est dans des populations qui sont plus vraiment sauvages et qui donc viennent facilement au pain. Donc ça contribue aussi à l'entretien de ces animaux qui ont des caractères invasifs. On les favorise en plus par rapport aux espèces naturelles. Et donc communiquer envers le grand public, je vous ai mis l'affiche du programme Tortues Florides qui avait eu lieu il y a quelques années, où on incitait les gens à ne plus relâcher les tortues florides, de façon à les garder chez soi. Alors, y a-t-il un pilote aujourd'hui ? Alors là, je vais être très pessimiste. Il n'y a pas de positionnement clair de l'État.
les textes sont là. Il y a 2 espèces qui sont inscrites dans ces textes. Il y a l'ambroisie aussi qui fait l'objet d'arrêtés, mais on a la liste des espèces nuisibles, comme je vous le disais, mais on reste sur une coquille pleine de vide, avec une notion invasive qui n'est pas vraiment définie légalement. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'acteurs qui s'en soucient, comme je vous disais, en premier lieu, les gestionnaires d'espaces naturels, quelques chercheurs, mais rappelez-vous de la grenouille taureau, heureusement qui n'a pas été aussi invasif que prévu, mais qui, voilà, très tôt, les chercheurs et les naturalistes ont sonné la sonnette d'alarme, et il a fallu à peu près 10 ans pour que l'État réagisse et fasse des campagnes de tir. Heureusement, pendant ces 10 ans-là, elle est restée relativement localisée et semble à peu près maîtrisée. Bien sûr, le Conservatoire botanique qui a une veille sur ces espèces-là, les associations naturalistes qui souvent savent où il y a des espèces invasives parce qu'ils les croisent. Mais il n'y a pas vraiment de coordination d'action. Il y a des recueils d'expériences qui commencent à sortir, mais souvent on n'a pas de méthodologie de suivi, donc on nous dit « moi j'ai testé ça, mais je ne vais pas regarder si ça marchait, mais je l'ai testé. » Bon, c'est bien, mais on n'avance pas forcément beaucoup. Et il y a donc beaucoup de choses à construire, notamment avec la Fredon qui se positionne, peut-être que la personne nous en parlera tout à l'heure, qui se positionne aujourd'hui sur ces espèces qui nuisent aux espèces cultivées ou qui sont à vocation économique. Donc on est quand même sur un champ limité où l'Agence régionale de santé, qui normalement devrait se positionner sur les espèces à risque sanitaire, mais qui reste encore un peu, je dirais, flou sur ces interventions. Alors bien sûr, il y a des expériences, il y a quelquefois certains services de l'État qui décident dans une région d'essayer de coordonner, d'essayer de faire des choses, mais on n'a pas d'action généralisable sur le territoire. Comme je vous disais, si on n'intervient pas à grande échelle, c'est un peu compliqué. Et donc, pourtant, le succès, c'est déjà d'empêcher l'invasion, et pour ça, c'est être capable de réagir très tôt et tous ensemble, c'est-à-dire que, encore une fois, comme je vous disais, certaines espèces invasives ont des impacts sur la biodiversité, c'est pas pour autant qu'il faut les négliger en se disant qu'il n'y a pas d'impact sanitaire, c'est en contribuant tous, en tant qu'élus et techniciens, en se disant, ben là, je sais que cette espèce est invasive, je vais déjà faire en sorte de la limiter, on ne parle pas d'éradiquer, puisque souvent déjà c'est compliqué, et c'est pas forcément quelque chose de souhaitable non plus, parce que quand on arrive à éradiquer, c'est qu'elle n'était pas si invasive que ça, et que souvent les méthodes qu'on a utilisées sont peut-être pas très compatibles avec la préservation de l'écosystème. Mais voilà, et être capable d'intervenir au plus tôt possible. Et là, désolé, je vais vous contredire, les espèces invasives ne sont pas des pestes, elles y sont pour rien, on les a juste déplacées, elles n'ont rien demandé. C'est comme si on vous met dans le sud de la France ou dans un pays bien ensoleillé, qu'on vous offre une villa et qu'on vous dit on vous offre à manger tous les jours, vous n'allez pas dire non, bizarrement. Moi, peut-être, j'aime pas trop le sud. Mais bon. Et donc, voilà, elle se retrouve dans un environnement très favorable du fait de l'homme, et nos espèces locales peuvent être invasives ailleurs. Notamment, je vous ai mis une photo de buteau-mondombelle, qui est une espèce plutôt rare chez nous. C'est une espèce invasive dans l'Amérique du Nord, au point qu'il y avait des thésards qui étaient venus en Île-de-France étudier, et ils pensaient bien que d'ailleurs le buteau-mondombelle, qui était invasif chez eux, venait de chez nous. Mais il venait de chez nous, région Île-de-France. Donc voilà, simplement, et le buteau-mondombelle, si on nous dit c'est une peste, ben non, c'est pas une peste, on aime bien, c'est joli. Mais là-bas, ça recouvre des kilomètres de cours d'eau. Voilà, je vous remercie.